bien comprendre le présent, il faut connaître le passé. La problématique de la santé au travail, elle existe au travers des âges. Depuis, l'Égypte ancienne où les pharaons, s'occupaient de la santé des constructeurs de pyramides, en passant par Henri IV, qui disait: «Il faut mettre de l'argent de côté pour soigner les mineurs», ou de d'Hippocrate, fameux médecin, qui, étudiait, les problèmes d'asthme chez les pêcheurs ou chez les métallurgistes. On s'est préoccupé de la santé au travail des salariés, mais on s'en occupait pour des mauvaises raisons. Parce que c'était une main-d'œuvre qui n'était difficilement remplaçable, parce que c'était une main-d'œuvre de qualité. Pour tous les autres, qui était une main-d'œuvre abondante et remplaçable, à la limite, c'était, quelque chose dont on se souciait peu. Et puis, il y a eu l'évolution de la révolution industrielle qui a accentué encore plus les choses, puisqu'on est allé vers, l'exploitation de l'homme par l'homme, comme a pu le dire, Villermé. C'était une idée que, la production, elle devait, servir l'économie et que finalement, on pouvait, casser du salarié. Il y avait une sorte de prime de risque, on les payait un peu plus cher. On subventionnait les accidents et puis finalement, on pouvait y aller, tranquillement. Et il y a une évolution de la philosophie au travers de Kant, au travers de Marx, au travers même de Léon XIII, qui à chaque fois ont amené, une idée comme, celle de la dignité de l'homme, qu'on pouvait pas, la fin ne justifiait pas tous les moyens. Et donc il fallait faire évoluer les choses. Et on a, vu, se créer au fur et à mesure des lois. Alors la loi sur le travail des enfants, la loi Le Chapelier, la loi sur les accidents du travail. Et tout cela, ça nous a amené à, une évolution de la pensée sociale, qui se traduit en 1946 avec, la création des services de santé au travail. Alors elle vient après la création en 1945, de la sécurité sociale, pour soutenir, la branche accident du travail. Et donc on s'est dit: «Accident du travail, ça veut dire qu'on doit suivre l'état de santé des salariés pour prévenir l'accident du travail». Et donc, tout va se construire pendant un certain nombre d'années au travers de cette idée d'un droit qui va être un droit protecteur, un droit régulateur. Et puis, il y a des évolutions qui vont être encore, plus importantes avec les lois Auroux en 1982, qui créent les CHSCT et qui font intervenir, les salariés dans la gestion, la gouvernance paritaire. Et là, on se dit: «Tiens, le salarié a son mot à dire». On l'institutionnalise, on met le salarié au cœur, de l'action, du suivi de l'état de santé des salariés. On va encore attendre quelques années, 2016, ensuite, 2021 et là, on devient un service de prévention en santé au travail. C'est-à-dire que là, on va consacrer l'idée qu'on doit prévenir l'évolution de la santé au travail. C'est pas encore la prévention primaire ou globale dans laquelle on va prendre en compte l'état de santé du salarié tout au long de sa vie et non pas seulement de 7 heures du matin à 18 heures, mais c'est déjà, l'idée au travers du DUERP, au travers de la fiche d'entreprise, l'idée que le chef d'entreprise a la responsabilité, malgré sa volonté de produire plus et ses contraintes économiques, de prendre en compte, le suivi de l'état de santé du salarié. Ça veut dire aussi que la contrainte économique, elle est gagnante si le coût de remplacement, finalement est plus important que le coût de la prévention. Il faut investir en prévention parce que, on garde les compétences dans l'entreprise, on garde la technique de l'entreprise et on conserve, une bonne santé et un socle pour l'entreprise. L'idée que j'avais en acceptant, cette, conférence, c'était de faire le point sur les acteurs et les enjeux, du contentieux civil en matière, d'accident du travail et maladies professionnelles. Et quand on se lance dans ce genre d'aventure, il y a une dimension empirique, dimension juridique. En fait, ce qu'on compte, ce qu'on examine, ce sont des dispositifs juridiques en action. Si on fait une chaîne longue, on part, des déclarations d'accident du travail, maladie professionnelle, des chances de réussite et puis ensuite des contentieux et prendre des contentieux du début, c'est-à-dire les tribunaux, jusqu'à la Cour de cassation. Et à chaque fois, il faut faire, il est nécessaire d'apporter des éléments d'information pour décrire quoi? C'est-à-dire quels sont les foyers contentieux et quelles sont les situations les plus délicates dans ce secteur-là. On parle de protection, de sécurité, très bien, tout ça, c'est des mesures de prévention qui relèvent, d'autres acteurs. Mais, lorsqu'il y a un débat et une dispute, une discussion, la question c'est quels sont les points chauds, on va dire, et on peut les trouver en exploitant des données, d'enquête, des données statistiques, mais des statistiques détaillées sur, les affaires qui sont traitées.
Et parfois, il y a des choses qui sont pas évidentes et qui sont peut-être pas si naturelles que ça. On découvre, en faisant l'enquête, finalement, sur les données, de quoi les contentieux sont faits et surtout, demain, de quoi les contentieux, risquent d'être faits. Comme il y a une complexité de compétences de juridiction, évidemment, on n'est jamais sûr, qu'une affaire ne prendra pas telle ou telle tournure, parce qu'il y a une dimension, qui sera, mobilisée et cetera. Donc, heu, moi, ma pratique, c'est professionnellement, c'est de voir le droit vivant, le droit en action. Le droit, c'est pas, des règles qui sont à côté de la vie, il y a la structure. Et savoir identifier les règles et du coup poser au-delà même de ma conférence, l'enjeu de ces règles, c'est que aussi, c'est qu'elles bougent tout le temps et elles bougent parce que les intérêts qui sont derrière ces règles sont effectivement en opposition constante et de ce point de vue-là, on a plus à tirer de Max Weber effectivement qui dit, que ce sont les intérêts qui guident des actions et quand on fait des observations empiriques, on fait beaucoup de droit finalement et plus on fait de droit, plus on comprend les actions et plus on peut aussi deviner, enfin, autant que faire se peut, identifier les points chauds, dans ces systèmes contentieux. Qu'à travers le panorama de l'actualité jurisprudentielle de la chambre sociale, sur, l'état de santé au travail, que j'ai fait, j'ai voulu en fait axer principalement sur 2 grands thèmes qui me paraissaient importants. D'une part, la place et le rôle majeur du médecin du travail, dans ce système de prévention des risques professionnels et de maintien en emploi du salarié. Heu et d'autre part, l'articulation délicate, qui, existe entre les contentieux du droit du travail et les contentieux, portés devant, les juridictions de protection sociale. Cette articulation délicate des régimes juridiques, à mettre en œuvre. Alors sur la place, du médecin du travail, j'ai voulu l'illustrer donc évidemment par, des arrêts, récents de la chambre sociale qui à chaque fois, confirment ce rôle majeur, qu'il exerce dans le dispositif de protection, de la santé au travail. Comment à travers la portée juridique évidemment de ces arrêts, conférés par la loi, mais renforcés, toujours et confirmés par, la jurisprudence de la chambre sociale, donc les différents avis qu'il est amené à rendre, pour, faire des recommandations d'aménagement de poste, de transformation de poste, d'aménagement de temps de travail et aussi, à travers, les constats d'inaptitude qu'il est amené, à rendre avec, à l'appui, des, propositions, en tout cas des recommandations, sur des postes, potentiellement à offrir, en reclassement. À chaque fois des avis qui s'imposent aux 2 parties au contrat, sauf contentieux et en cas de non-respect de ces avis, la portée juridique est telle que, en réalité, l'employeur qui ne respecte pas, les avis du médecin du travail, engage sa responsabilité, au titre de son obligation de sécurité. Le deuxième thème que j'ai abordé, c'était cette difficile articulation, des régimes juridiques à mettre en œuvre pour une victime qui est, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, selon qu'elle, exerce, une demande, qui concerne une demande de prise en charge de son accident, donc à réaliser devant des instances particulières. D'abord la caisse primaire d'assurance maladie, voire la juridiction, spécialisée sur ces questions-là et d'autre part, face au juge prud'homal où il s'agit de mobiliser encore d'autres règles, pour obtenir des protections complémentaires ou des indemnisations, majorées et les 2 régimes juridiques, sont, parallèles mais s'appliquent de façon autonome sur un même fait générateur qui est l'accident du travail ou la maladie professionnelle et ça évidemment génère de la complexité, de la lisibilité, dans, les dispositifs, applicables. Néanmoins, la jurisprudence, de la Cour de cassation, la chambre sociale comme la deuxième chambre civile qui traite des questions d'accident du travail et de maladie professionnelle restent fermes sur leur position, constante qui est un principe
d'autonomie des régimes juridiques et d'autonomie des juges saisis de part et d'autre dans l'application des dispositions, même si l'accident du travail et la maladie professionnelle restent définis par le Code de la sécurité sociale. Des règles distinctes peuvent s'appliquer et des évaluations différentes peuvent se faire en fonction des juridictions devant lesquelles les parties se présentent leurs demandes. Notre salarié intérimaire, il est dans une situation particulière, relation triangulaire. On a son employeur, l'entreprise de travail temporaire, mais il travaille au sein d'une entreprise utilisatrice et les problématiques en matière de santé et de sécurité, elles se jouent évidemment à ce niveau-là. La difficulté peut être multiple. Il y a d'un côté le suivi des problématiques en matière de santé et de sécurité qui peut être délicat. Et puis, il y a sans doute un phénomène d'autocensure aussi de la part du travailleur intérimaire lui-même, qui, de peur de ne pas avoir une mission ensuite, ou de ne pas garder toutes ses chances peut-être d'être directement embauché par l'entreprise utilisatrice à la fin de sa mission, eh bien, elle va se garder évidemment d'indiquer des problèmes de santé et de sécurité. Donc, la précarité dans laquelle le travailleur intérimaire se trouve, elle joue négativement par rapport à ces questions de santé et de sécurité. Et donc l'enjeu est de savoir si effectivement le droit du travail permet de faire face efficacement à cette tension. Il y a un certain nombre d'évolutions qui semblent se dessiner, sans doute pas encore suffisamment abouties. Je pense qu'il y a effectivement les représentants du personnel et singulièrement le CSE de l'entreprise utilisatrice qui a son rôle à jouer pour véritablement prendre en compte les problématiques, y compris donc des travailleurs intérimaires, parce qu'ils travaillent sur le site. Et donc il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites à ce niveau-là. Il y a des problématiques en termes de responsabilité de l'entreprise de travail temporaire conjointement avec celle qui utilise les services de l'intérimaire. Des éléments sur la réparation aussi du préjudice que peut subir en cas d'accident du travail, notamment le travailleur intérimaire. Donc il y a effectivement dans la période récente un certain nombre d'évolutions qui semblent assez positives, mais qui ne vont sans doute pas suffisamment loin pour prendre en compte la situation particulière de notre travailleur intérimaire. J'ai choisi 2 catégories d'accords. J'ai choisi des accords qui portent sur la santé physique et la santé mentale au travail, des accords qui portent sur la prévention des risques professionnels dits ergonomiques, et puis des accords en santé mentale. Alors là, c'est beaucoup plus large. C'est des accords qui portent sur le stress, la violence, le harcèlement, les risques psychosociaux, et puis également la QVCT, c'est-à-dire la qualité des conditions de travail. Donc, première catégorie d'accords. Deuxième catégorie d'accords, ce sont des accords qui peuvent être porteurs d'enjeux de sécurité au travail. Et là, j'ai choisi les accords qui portent sur les salariés expérimentés, des accords qui portent sur l'intelligence artificielle et des accords qui portent sur la transition écologique. De manière générale, ce qu'on peut retenir, c'est que la santé au travail, c'est une thématique qui est à multifacettes et qui est plus ou moins éparpillée dans un certain nombre de domaines. Donc, ce n'est pas une thématique de la négociation collective qui est facile à saisir de manière globale. Ça, c'est ce qui ressort de manière générale. Ensuite, quand on regarde les accords relatifs à la santé physique et à la santé mentale, ce qui se dégage, c'est qu'on peut trouver des accords dans lesquels les partenaires sociaux se sont saisis de manière innovante et ambitieuse de cette problématique.
Mais de manière générale, ce n'est pas la tendance. La tendance, c'est plutôt à rester à minima dans les exigences légales et d'être finalement assez peu innovant et assez peu ambitieux. Et pour ce qui est des autres accords qui étaient porteurs de problématiques de santé au travail, voilà, c'est plutôt assez décevant ce qu'on voit. Dans les accords relatifs aux salariés expérimentés, voilà, on reste très proche des exigences légales et ce n'est absolument pas, la santé au travail n'est pas le cœur de ces accords. Et pour ce qui est de l'intelligence artificielle et de la transition écologique, là, on trouve pratiquement aucune mention de la santé au travail dans ces accords-là, qui sont pourtant porteurs d'enjeux de santé au travail. Le rapport Dialora, c'est une recherche collective qui a été menée de 2019 à 2021 pour France Stratégie et le comité d'évaluation des ordonnances. Il y a eu à l'époque quatre projets qui ont été financés et je participais à ce projet Dialora qui concernait les PME, donc les petites et moyennes entreprises, et les ETI, les entreprises de tailles intermédiaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc dans ce rapport, on a étudié la mise en place des CSE sur toute la région dans 300 entreprises. On a étudié les accords collectifs de 300 entreprises et fait également des monographies de ces entreprises qui nous a permis d'aller échanger directement avec les dirigeants de ces entreprises et avec les représentants du personnel de ces mêmes entreprises et de voir un petit peu comment fonctionnaient les CSE concrètement sur cette période qui était encore la période de mise en place. Et on s'est notamment beaucoup intéressé à la question de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, puisque la mise en place du CSE impliquait la suppression des CHSCT. Je pense qu'il faudrait rétablir le CHSCT, puisque à l'issue de ces évaluations, donc je me fonde essentiellement sur celle de Dialora, mais il y a eu d'autres rapports de recherche qui sont globalement convergents sur ces questions-là, et on s'aperçoit que le CSE n'est pas efficace pour traiter les questions de santé, sécurité et de conditions de travail. L'idée en mettant en place le CSE, c'était d'avoir une vision globale de l'entreprise, d'avoir une vision plus stratégique de ces questions-là, en mêlant à la fois santé, sécurité, conditions de travail, qui était l'attribution du CHSCT, les questions économiques et d'activités sociales et culturelles qui appartenaient au comité d'entreprise, et les réclamations et le travail un peu plus de terrain, qui était celui des délégués du personnel. Et en fait, en fusionnant tout ça et en traitant toutes les questions dans la même instance, sans spécialisation, dans les mêmes réunions, eh bien, on a quelque chose qui est complètement inefficace. C'est pour ça qu'à mon avis, il faut rétablir cette instance spécialisée. Le CHSCT, lui, on le sait, il était efficace sur ces questions-là, justement parce qu'il avait la personnalité morale, ce qui lui permettait d'agir, il avait des moyens qui étaient dédiés, il avait des temps qui étaient dédiés, il avait ses propres réunions, on ne parlait que de ça, et donc on préparait que cela, et ça lui donnait également un côté appropriable pour les élus. Les élus avaient réussi, il a fallu entre 82 et début des années 90, une dizaine d'années pour qu'ils s'approprient vraiment cette instance, mais une fois qu'ils l'avaient, qu'ils se la sont appropriée, c'était efficace. Alors après, il ne faut pas être naïf, c'est justement cette efficacité qui fait que l'on a supprimé les CHSCT. Si on a voulu les supprimer, c'était une revendication patronale de longue date, c'est que toutes ces réunions, forcément, ça avait un coût, c'est autant de temps que les représentants du personnel ne passaient pas à leur poste de travail. Ça impliquait également un coût, puisque comme on avait le temps de travailler ces questions-là, ça impliquait de prendre des mesures de prévention qui représentent également un coût pour l'entreprise, mais il ne faut pas oublier qu'on évalue qu'en moyenne, 1 euro dépensé en prévention, c'est 3 euros qu'on ne dépense pas en réparation de dommages. Donc, il y a peut-être cette question-là à prendre en considération, en tout cas cet argument. Et puis, c'est aussi parce que l'efficacité du CHSCT, elle vient de ce qu'il était capable, de par son fonctionnement,
de bloquer des projets d'entreprise, de bloquer des politiques d'entreprise, des restructurations, des réorganisations qui avaient un impact sur la santé, la sécurité des travailleurs et sur leurs conditions de travail. Et donc ça, forcément, ça déplaisait au patronat. Et donc, il ne faut pas se leurrer, c'est aussi pour ça qu'on les a supprimés. Cette instruction interministérielle, en réalité, elle est le fruit d'une concertation entre 3 ministères, le ministère de la Justice, le ministère du Travail et le ministère en charge de la Santé. Elle fait partie intégrante du plan national 2022-2025 pour la prévention des accidents du travail graves et mortels. Et elle vise à renforcer les pratiques. Évidemment, comme c'est un texte qui émane d'une multiplicité de ministères, il n'a pas vocation, ce texte, à venir modifier le cadre juridique, mais il a vocation à appeler à davantage de coercition dans la prise en charge des accidents du travail graves et mortels. L'idée, c'est de renforcer les outils qui sont mis à disposition des agents, inspecteurs du travail, police judiciaire, ministère public, de renforcer la coordination entre ces acteurs, de les inciter à verbaliser, donc en fait à retenir des infractions qui sont dites obstacles, des infractions qui permettent d'empêcher des comportements qui seraient plus graves, de manière à mieux prévenir les accidents du travail graves et mortels. Inciter aussi à ce qu'on appelle la transaction pénale. La transaction pénale, c'est un mode de règlement, entre guillemets, du contentieux en matière pénale qui évite d'engorger les juridictions pénales, tout en permettant quand même de prononcer une condamnation. Et évidemment, en cas de survenance d'un accident du travail grave et mortel, une incitation à poursuivre qui est faite à l'égard des parquetiers. Alors, cette instruction interministérielle, elle part en fait d'un constat simple, c'est qu'il y a, il ressort des analyses chiffrées, un palier, plus ou moins, qui serait atteint depuis 2010, qui tournerait autour de 2 accidents mortels et de 100 accidents graves par jour. Donc le propre de cette instruction, c'est de renforcer la coercition pour tenter de faire diminuer ces chiffres qui sont trop stables depuis plus de 15 ans. Comme tout texte, quand on lit le contenu d'une norme quelle qu'elle soit, il est toujours intéressant, bien évidemment, de commencer par porter son attention sur le fond du texte, mais par rechercher aussi les silences du texte. Et les silences du texte en la matière sont assez éloquents, c'est que rien n'est dit à l'évidence sur les infractions qu'on pourrait ou non retenir en matière d'accident du travail grave et mortel. Et en droit pénal, les infractions qu'on mobilise le plus souvent sont les infractions de violence involontaire ou d'homicide involontaire, qui sont des infractions avec lesquelles les juges peuvent parfois rencontrer des difficultés d'application, puisque les éléments constitutifs à réunir pour pouvoir retenir la responsabilité pénale sont parfois sujets à discussion. Donc c'est dommage que l'instruction n'ait pas porté son attention sur le contenu de ces éléments constitutifs, qui auraient pu aussi aider les parquetiers, en cas de survenance d'un accident du travail grave et mortel, à pouvoir entrer en voie de condamnation. Donc là, ils se retrouvent toujours plus ou moins livrés à eux-mêmes, avec les mêmes discussions habituelles autour de ces qualifications pénales. Ensuite, quand on a un texte, c'est bien aussi de cette nature de s'interroger sur les prolongements potentiels, et le texte implicitement semble promettre, ou en tout cas laisser entrevoir une possible évolution du cadre juridique, alors qui ne prendra pas la forme d'une instruction interministérielle, parce que c'est insuffisant pour modifier le droit pénal, mais il y a des pistes de réflexion qui sont envisagées, à l'instar de la création, par exemple, d'une peine complémentaire qu'on connaît déjà en droit pénal du travail autour du travail illégal, qui s'appelle le name and shame, c'est-à-dire le nommer et rendre honteux, donc qui permettrait tout simplement d'avoir un listing des employeurs qui ont été déclarés
personnes physiques ou personnes morales fautifs d'un accident du travail grave et mortel. Donc on a pu leur imputer pénalement une sorte d'annonce, d'affichage, un peu comme parfois on peut l'entendre à l'égard des délinquants sexuels, qui permettrait d'attirer le regard aussi des employés sur le fait que cet employeur-ci, il faut s'en méfier, ou qu'il n'est pas toujours très à l'écoute, très respectueux des règles relatives à la santé et à la sécurité. Donc il y a des pistes de réflexion qui sont projetées. Toutes n'ont pas le même intérêt, mais il est intéressant de pouvoir chercher à vérifier si elles seraient utiles ou inutiles. Parmi les pistes de réflexion, sans doute les plus surprenantes, c'est la création d'une obligation générale de sécurité à l'égard de l'employeur. Elle est surtout symbolique, en réalité, cette obligation. Alors, au-delà de l'aspect symbolique qui peut avoir son intérêt, par exemple, ça peut être pris comme une sorte d'écoute de la part des victimes. Juridiquement et en tout cas en droit pénal, elle n'a aucune utilité, puisqu'en matière d'accident du travail grave et mortel, ce qu'on recherche, c'est le non-respect d'une obligation spécifique, d'une obligation particulière de sécurité. Donc le fait de créer une nouvelle obligation générale ne changerait strictement rien pénalement sur le plan de la répression, et c'est un faux message à l'égard des victimes.